Je vais vous raconter un rêve. C'est certainement l'un des plus importants de ma vie, à la fois des plus révélateurs mais aussi des plus salvateurs. J'ai au cours de ma vie, comme tout à chacun, atteint plusieurs paliers de conscience dans ma façon de considérer l'entour. J'en distingue le monde humain, fait de codes sociétaux et de processus, du monde plus global qui entoure notre espèce intrinsèquement liée au reste de l'écosystème. J'ai choisi une voie qui fait sens dans la symbolique que j'accorde à la vie et à l'usage de ma propre existence, jonglant entre ces deux perceptions parfois trop distantes entre elles et que je m'essaye au quotidien de réconcilier du mieux que je le puisse. J'ai donc eu un parcours philosophique assez conséquent, passant un temps considérable et significatif dans le questionnement sous un axe biocentriste. En a découlé indubitablement plusieurs degrés de conception comme l'absurde camusien ou la nausée sartrienne, en passant par des réjouissances philosophiques plus agréables et douces, presque aux portes de l'apaisement. Mais toujours sur fond d'une même peur originelle inhérente à l'humain, celle de notre disparition, de la fin inévitable de toute chose, de notre dernier salut, du dernier coucher de soleil. J'ai donc exploré et cultivé malgré moi cette peur enfantine de la mort qui m'a toujours suivie et qui constitue le principal carburant de mes journées sans nuit, à travers toujours plus de questions et de désirs irrépressibles de compréhension. Le grand nirvana illusoire ne sera jamais atteint. Les réponses jamais audibles. Mais c'est sûrement là aussi la force motrice principale de notre espèce qui ne cessera jamais de vouloir se développer et s'étendre, dans l'espace comme dans le temps. C'est sûrement dans nos gènes, dans notre configuration biologique primitive. C'est même sûrement le premier ressort de notre survie instinctive. Sans cette quête permanente, nous ne serions pas ce que nous sommes, à notre stade d'évolution. Ce désir incompressible de sens face à la vie dont nous avons conscience est donc à la fois l'énergie créatrice originelle de notre lignée humaine, mais c'est aussi, sans que nous ayons pu tout à fait l'anticiper, le terreau secrètement fertile de notre chute certaine. À renfort d'inventivité, les explorations auront et continueront d'être assouvies, apportant à la fois son lot de progrès, mais aussi de futurs pièges se refermant invariablement sur nous et notre foyer terrestre. Certaines clapes irréversibles de ces pièges se sont déjà rabattues. Un niveau de célérité tant atteint que le ralentissement devient de plus en plus inenvisageable, presque inespéré. La maturité organique même de notre espèce est ici soulevée. Nos caractéristiques humaines seront-elles suffisantes pour éviter de nous rendre auteurs de notre propre extinction ? Aurons-nous le degré d'autorégulation nécessaire pour continuer de concourir à la pérennité de notre espèce ? Ou bien notre parcours évolutif aboutira-t-il à un échec en dépit des efforts fournis au fil de nos civilisations ? Serons-nous, en fin de compte, une version hominidée plus évoluée que la précédente ? Ou bien plus précoce, perfectible et faillible ? C'est sur ce questionnement largement ressenti par mes pairs que je m'endors le vendredi 15 septembre 2023. Dans mon rêve, d'une précision visuelle perturbante comme à l'accoutumée, je suis dans une ville côtière accompagnée de 2 amis. C'est le soir, en bord de plage sur un front de mer, animé de bars, guinguettes et food trucks. L'air est calme, l'ambiance est apaisée. La brise légère transporte les fleurs d'été et les parfums vainés des vacanciers. Le ciel est encore rosé du soleil déjà couché, et les lanternes environnantes diffusent une lumière générale très douce. Je suis avec ma meilleure amie et un autre ami rencontré en voyage. Notre trio profite de ce cadre paradisiaque en marchant hasardement à la recherche d'un restaurant. Les murmures conversationnels de tout le monde s'élèvent harmonieusement avec en toile de fond les tintements des verres, les vapeurs des machines à café, les cascades des bacs à glaçons, le chantement des chaises qui se retirent sur les graviers, les frottements paresseux des tongs et claquettes de plage sur la jetée, et pour finir les cliquetis des chaînes de vélo qui nous dépassent. Lorsque tout à coup, dans des secondes suspendues, qui semblent durer une éternité, un bruit indescriptible secoue toute la scène, et un spectacle hors du commun peint le ciel auparavant vide. Dans une lenteur aussi subjugante que terrifiante, un énorme et colossal cercle noir émane du fond de notre cosmos et s'étend jusqu'aux limites de notre vision périphérique, formant un massif demi-cercle toujours obscur comme un grand œil qui nous regarde de trop près. Dans le même temps, à la seconde de son apparition, un infini nuage de gaz émane en volutes colorées, passant de l'ambre à la teinte pêche et rubescente. Une strie particulièrement large de gaz passe en diagonale du cercle, étrangement semblable à un anneau de Saturne, mais à l'aspect plus vaporeux, plus dilué. Le reste du cosmos visible semble lui se contracter sur lui-même. Les points lumineux convergent à une vitesse fulgurante vers le trou noir qui bientôt promet de nous avaler.
Puis la seconde suivante, un grand éclair aveuglant jaillit depuis son centre, et l'on distingue une massive explosion qui semble provenir d'un endroit extrêmement reculé de la Voie lactée. La vitesse des mouvements célestes est si surprenante qu'elle semble inattrapable pour l'œil humain. Après le premier bruit assourdissant d'une détonation précédant ce changement de décor, les premières secondes de ce nouveau tableau s'opèrent dans un silence totalement opaque, mortifère. Puis, un nouveau chant sonore prend place. C'est un grondement sourd, pluriel, et qui traverse nos os. Il pourrait provenir autant du centre de la Terre lui-même que depuis les confins de notre exploration spatiale, tant il est diffus, majoritaire et écrasant. La sonorité se rapproche du chant très lent et douloureux d'une baleine solitaire. Des craquements implacables s'ajoutent à la composition, comme de grandes fractales parcourant l'univers, ou la coque d'un bateau qui se brise. Leurs échos figent notre sang. L'expansion du cercle semble se ralentir jusqu'à se figer, tandis que le minuscule point de lumière central auparavant aveuglant semble lui grandir, lentement mais sûrement. Les arabesques gazeuses continuent de zébrer ce qui était autrefois le ciel, s'étendant dans une grâce aérienne imperturbable. Cette instant de réalité est si intense qu'elle demeure impossible, inconcevable à nos yeux humains. Nous ne comprenons ni n'intégrons ce que nous regardons. C'est un champ visuel hors de notre portée cognitive. Nos bouches s'entr'ouvrent, nos respirations sont suspendues, et la vie terrestre tout entière retient son souffle. Nos silhouettes tanguent, et nos consciences s'éteignent, la gravité ne semblant plus nous retenir avec assez de force pour encaisser le poids monstrueux de ces secondes hors du temps, hors des règles. Puis tout à coup, avec autant de brutalité que l'entrée en matière de ce nouveau paradigme, l'air s'arrache de nos poumons, et la torpeur collective s'abandonne avec autant d'empressement que la survie l'exige. On se regarde, hébété, dépassé. Les mots n'ont plus leur place entre les hommes. Nous savons, c'est fini. Juste comme ça. Dans une fraction temporelle, le destin de l'humanité se met enfin d'accord face à l'inéluctable. Ça y est. C'est contre nature à nos processus de pensée habituels. Notre rationalité n'est plus engagée, c'est une information qui remonte depuis nos entrailles et grimpe en torsade le long de notre échine. Tout être rampant, nageant ou volant, c'est. Tout simplement. Puis, l'absurde et désormais vaine humanité qui nous habite tente de reprendre sa composition. Le chaos débute. Les premiers cris de détresse crèvent la bulle générale. Les actions individuelles de dispersion et de survie s'éparpillent comme une fourmilière menacée. On court sans destination, on hurle sans destinataire, on cherche sans savoir quoi trouver. J'émane à mon tour de mon subconscient pour regarder Manu, ma meilleure amie, et formuler notre première initiative. Il va y avoir des répliques. On doit s'éloigner, courir dans les terres. Il y aura des répliques, c'est sûr. Nous enclenchons le début de notre propre errance, et notre ami ajoute pendant que nous courons. De l'eau. On doit se mettre dans de l'eau, loin des bâtiments. Je ne comprends pas pourquoi il dit ça, et il n'est plus temps de comprendre quoi que ce soit. Nous trouvons une sorte de minuscule piscine artificielle d'un grand complexe hôtelier dont nous avons sauté la petite clôture, à quelques mètres seulement de la digue. Ce bain est peu profond, et nous attendons là quelques secondes, observant interdits nos congénères foncer dans d'autres directions, d'autres destinées bientôt avortées. Le spectacle cosmique toujours grondant et guttural attire de nouveau nos silhouettes, toutes tournées vers cet océan d'astres démesuré, angoissant et sublime. Puis des bruits sourds, d'abord peu nombreux, puis bientôt omniprésents, cliquettent tout autour de nous. Semblable à une pluie de grêle qui dégénère brutalement, une armée de pierres s'abat alors rapidement sur terre, d'abord de petit calibre, puis de diamètre plus mortel. Surpris, nous restons encore dans l'eau quelques instants avant de voir le plafond du ciel cracher, cette fois des fragments d'astéroïdes flambants. J'entends Manu hurler « L'hôtel, on y va !» en même temps que notre ami sur le même ton paniqué. On peut pas rester là, on n'a pas le choix. Tandis que de concert, nos corps reculaient déjà pour s'extirper de cette enclave. Dans une cohue plus précipitée et désordonnée, nous passons les portes vitrées du sas de l'hôtel avec les autres réfugiés venus de l'extérieur, nous adjonctant à la mêlée déjà dispersée des résidents collés aux baies translucides de l'entrée. D'une voix couvrant celle des autres, on entend alors un homme hurler « C'est une planète ! C'est une planète qui vient d'exploser !»
Nous regardons tous de nouveau silencieusement le cosmos, comme si cette nouvelle information pourrait nous révéler la marche à suivre, laissant seulement le bruit cacophonique des roches marteler impitoyablement la façade, le toit, et tout ce qui est à portée d'œil sur le sol terrestre. Je réalise immédiatement que nous ignorons à quelle distance l'explosion a eu lieu. Peut-être les répliques des secousses ne viendront-elles pas avant une vingtaine de minutes. Peut-être anticipons-nous avec angoisse et douleur un second choc qui ne frappera pas avant de longs et pénibles instants. C'est alors que nous nous tournons les uns vers les autres, et silencieusement nous observons horrifiés l'aspect de notre voisin. Notre peau est rose vif, comme une grande tache de naissance qui se serait étendue sur la totalité de notre corps, laissant seulement quelques endroits intacts, tandis que d'autres bandes de peau, elles, sont tout à fait brunies comme consommées par le soleil. Je regarde Manu, stupéfaite, et verbalise lentement l'évidence comme dans un murmure, un rire nerveux s'échappant. On est complètement irradié. Frappée par l'absurde, ma bouche se tord dans un sourire ouvert, désabusé, impuissant et vaincu. Manu ne me répond pas, mais me regarde de la même façon. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Cela ne doit pas encore faire 5 minutes depuis que le monde a basculé. Je ne sais même pas si nous sommes blessés quelque part, si je me sens bien, si j'ai la gorge sèche ou si nos rythmes cardiaques sont normaux. Notre niveau de conscience reste toujours dans un état second, l'adrénaline ayant percé tant bien que mal l'épais voile de la sidération. Puis peu à peu, comme émergeant d'une transe, nos idées se rejoignent entre elles pour n'enfermer plus qu'une seule. La fatalité. Il faut désormais l'accepter, cesser de fuir et vivre le dernier acte de notre existence depuis le premier rang. Quelques congénères nous entourant ainsi que nous-mêmes, nous dirigeons lentement vers les portes et sortons à quelques mètres, nous arrêtant sur la marche la plus haute de l'escalier à l'extérieur. Le toit de l'hôtel nous protège encore à ce stade et je me tiens au milieu de mes 2 amis dont je prends les mains. Tous 3 tournés vers l'indicible peinture céleste durant plusieurs secondes. Je me tourne ensuite vers Manu puis notre ami, observant tour à tour nos mains liées, secouant ces dernières avec camaraderie et nostalgie précoce. Je rigole doucement, jusqu'à franchement les regarder et lancer dans un rire franc mélangeant à la fois bravade, réconfort, angoisse, désespoir, incertitude, amour, humour et affection. Bon ben, les gars, c'était une joie de faire partie de cette aventure humaine avec vous. Manu éclate d'un petit rire chargé d'émotion, retenant ses larmes, tandis que d'autres autour de nous continuent de lutter contre cette réalité. D'autres secondes s'étirent encore, bientôt des minutes, si nous avons de la chance. C'est observant ce ciel extraordinaire, implacable, majestueux et indescriptible, que je me réveille. Il me faut un moment pour m'ancrer dans la réalité de mon lit et de la vie qui bourdonne contre la fenêtre de mon van. Je ressens encore la compression de ma poitrine face à l'intensité brute de la scène. Je suis psychologiquement persuadée d'avoir vécu ce rêve, d'avoir réellement et profondément accepté de mourir. Et que pour la première fois, l'idée ne m'a pas semblé terrorisante, mais issue d'une expérience magnifique, au-delà de toute imagination possible. On est encore loin, très loin, d'un rapport apaisé face à la question de la mort et l'acceptation de celle-ci. Mais une partie de mon cerveau a réellement expérimenté un autre niveau de conscience. Une dimension où l'homme est dépassé, mais où l'animal qu'il est comprend dans une tolérance inattendue l'insoutenable. La facilité avec laquelle le moi de mon rêve a accepté de s'éteindre au sein d'une scène aussi sublime m'a décontenancée mais également profondément réconfortée. Comme si la vie elle-même me disait « Regarde, ce n'est pas si grave ». Une sorte de soulagement également, de m'imaginer partir avec le grand tout, avec ce que j'ai toujours connu et cru savoir, avec ce que j'ai aimé, avec ceux que j'ai aimés. Avec à la fois toute la beauté du monde, mais aussi toute la souffrance dont l'humain était à l'origine et qui prend heureusement fin. Comme si cela constituait un retour naturel des choses, la seule finalité raisonnée et acceptable. Démarrer dans un grand bruit, achever dans le même tonnerre. Que le miracle de notre existence et du développement unicellulaire de la vie aura déployé ses derniers battements d'ailes dans cette fraction cosmique. Que son émergence aura semblé si fugace, improbable et épique, que l'on pourrait même douter qu'elle ait eu lieu un jour. Je suis heureuse d'avoir ressenti tout cela, et je ne suis plus la même qu'au coucher. Je sors du van et déambule sereinement dans les rangées bruyantes de ce supermarché. Je vois ces humains qui s'agitent et s'exaspèrent du temps passé en caisse. J'ai mis Suspicious Minds d'Elvis Presley dans mes oreilles. La musique est parfaite. J'ai rarement été aussi détendue, semblant flotter encore de l'autre côté de ce monde, invisible et insensible au petit tracas de la vie humaine. J'ai une chance inouïe
d'être en vie. Je le savais déjà, me le répétais chaque jour, mais ce matin-là, tout semble le chanter à l'unisson dans une harmonie sacrée. La lumière, les secondes qui s'écoulent, mon cœur qui bat lentement. Mon rêve avait raison. Ce n'est pas si grave. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. In their dreams can men be truly free. 'Twas always thus, and always thus will be.